Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver ce week-end pour ce qui devrait être ma plus grosse course de l'année si j'en vois le bout, le Grand Trail d'Auvergne 2025. Voilà, je me suis trouvé une petite place pour faire mon intro. Donc là, on est vendredi 10 octobre. On est arrivé hier dans notre logement juste au-dessus de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, à Puy-Guillaume exactement, au nord du parc naturel régional du Livradois-Forêt. Parc au sein duquel se déroulera donc ce week-end la 8e édition du GTA. GTA pour Grand Trail d'Auvergne, oui, c'est l'Auvergne ici. On n'était jamais venu en vidéo. Alors, on était déjà venu dans le Massif central, hein. On avait fait au sud d'ici les Monts du Velay lors du Saint-Jacques-Bayou TMB et du Capitaux Trail aussi. Encore bien plus au sud, les Grandes Causses qu'on avait fait lors du Festival des Templiers. On a aussi fait, alors liste non exhaustive, mais le Pilat, les Monts du Forêt, les Monts du Beaujolais, Monts de Tarare, les Monts du Lyonnais évidemment avec la Saint-Élion. Tout ça, ça appartient au Massif central qui est tout simplement immense. Et dans cette vidéo, on va découvrir de nouvelles contrées, une nouvelle map dans les Monts du Forêt sur une partie que je connais presque pas. Je dis presque parce qu'il y a une toute petite portion, enfin deux toutes petites portions que je connais liées à mon enfance, mais je vous en parlerai pendant la course. Et par contre, même si on va courir dans le parc Livradois-Forêt, on n'ira pas du côté de la plaine et des monts du Livradois à l'ouest, ni du côté des volcans d'Auvergne encore plus à l'ouest, avec la chaîne des Puys, les monts d'Or, Mont du Césalier et Mont du Cantal, qui eux sont plutôt le terrain de jeu de la VVX. Bon, c'est pas de géographie pour le moment, hein, je vous en reparlerai évidemment tout au long de cet ultra. Là, on va parler un peu de la course. Je me lance donc tout à l'heure à 18 h, là il est 10 h, sur les 173 km et 7000 D+ annoncés du grand format, l'intégrale. Alors en réalité, selon la trace, on serait plutôt autour de 176-177 km et 6007-6008 D+. Enfin des plus et des moins puisqu'il s'agit d'une boucle. Il y a 5 autres formats de course et 2 randonnées que je vous détaille pas, mais je les mets quelque part autour de moi pour que vous puissiez voir les différents formats. J'ai quelques connaissances sur les différentes distances, Clément c'est sur le 80, donc ça promet d'être un week-end de course fort sympathique. Départ donc à 18 h, on va commencer par une longue nuit, puis la journée du samedi, et si tout va bien, je devrais quand même finir avant dimanche, enfin avant samedi minuit. J'ai jamais fait aussi long en kilométrage, mais j'ai déjà atteint les 35 heures de course sur la TDS, ce que je ne pense pas atteindre ce week-end. Il y a certes 176 km, mais seulement 7000 D+, seulement entre guillemets, hein, seulement 7000 D+, bien étalés sur un terrain normalement bien moins compliqué, bien moins technique que la haute montagne. Pas de longues montées ou de longues descentes raides, terrain plus clément où on pourra davantage courir que les trails de haute montagne. Voilà, c'est pour ça que je pense mettre au maximum 30 heures et en réalité j'aimerais bien un petit peu moins. Mais bon, ça dépendra de pas mal de choses. Ça dépendra évidemment de comment se déroule la course sur tous les points habituels, nutrition, sommeil, douleurs de course classiques j'ai envie de dire. Mais surtout ça dépendra de mes douleurs aux pieds. Vous le savez ou non, mais ça fait quelques mois que je souffre d'aponévrosite plantaire bilatérale, donc des deux côtés, qui me font mal, mais ça va, j'arrive à gérer ça sur mes footings au quotidien. Par contre, dès que je dépasse 5-6 heures de course, les douleurs deviennent progressivement vraiment de plus en plus douloureuses jusqu'à ce que ce soit vraiment compliqué d'avancer. C'est notamment ce qui s'était passé sur la montagnarde. Bref, j'espère réussir à gérer ça pour que ça me ralentisse le moins possible. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, donc là je vais aller finir de préparer mes affaires et je vais en profiter pour vous faire un petit point sac rapidement. Voilà, les sacs de course, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça représente, le matériel sur un ultra. Bon, en tout cas pour moi, ça ne veut pas dire que tout le monde en aura autant. En 2 mots, ça c'est mon sac de fin de course avec mes affaires pour me changer que je laisse à ma famille qui me le donnera à la fin. Ici, mon sac de course avec tout ce qui est nécessaire, le matériel obligatoire, etc. Et là, c'est les sacs de base vie, donc première base vie, deuxième base vie, troisième base vie. La petite particularité sur cet ultra, c'est qu'on n'a pas qu'un seul sac qui nous suit de base en base, on a un sac par base vie. Alors c'est à la fois bien, à la fois pas bien. C'est bien parce que ça permet de répartir les choses dans plusieurs sacs et de ne pas faire des sacs énormes pour les bénévoles. Par contre, on ne peut pas, par exemple, laisser une paire de chaussures et se dire, voilà, je sais pas quand est-ce que je la mettrai ou que je changerai si j'ai mal aux pieds. Tout simplement parce que si, par exemple, je la mets dans le premier sac de base vie et que je change pas de chaussures à la première base vie, eh ben, j'aurai plus cette opportunité sur la deuxième et sur la troisième. C'est pour ça que moi qui ai la chance d'être suivi par ma maman sur ce trail, je vais lui laisser un sac, ce sac-là, avec un petit peu tout. C'est des affaires de secours, trousse de secours, des choses pour me changer,
la paire de chaussures dont je vous parle si j'ai envie de changer de chaussures. Et ma maman qui va me suivre sur les 3 bases vie pourra, si besoin, me passer quelque chose de ce sac dont j'ai besoin. J'ai la chance d'avoir, alors non pas une assistance parce que je vais quand même passer par l'organisation pour les 3 autres sacs, mais par contre si voilà j'ai besoin de quelque chose de manière urgente ou que je me suis fait mal ou quoi, je sais que j'ai un sac qui me suit de partout avec ma maman qui me suit. Voilà pour ce mini point sac. Je vais finir de me préparer, essayer d'aller dormir un petit peu parce que j'ai pas très bien dormi cette nuit, même si bon j'ai bien dormi les nuits précédentes, donc ça devrait pas trop me porter préjudice, j'espère. Je vous dis à tout à l'heure pour le retrait des dossards et le départ. Je vous laisse juste en attendant avec la partie engagée du jour qui parlera du cancer du sein avec Octobre Rose et de la 7e limite planétaire qui vient d'être franchie. À tout à l'heure. Allez, au programme de cette partie engagée, comme je l'ai dit, tout d'abord Octobre Rose et la lutte contre le cancer du sein. J'en ai déjà parlé les années précédentes, donc je vous refais pas un brief complet, mais quand même, pour commencer, quelques chiffres clés. Le cancer du sein, c'est une maladie qui touche aujourd'hui presque 1 million de personnes en France, et on a un peu plus de 60 000 nouveaux cas qui se déclarent chaque année, avec malheureusement 13 000 décès par an environ. C'est le cancer qui touche le plus la femme, et aujourd'hui encore, il est souvent diagnostiqué trop tard. Au cours de sa vie, une femme sur 8 développera un cancer du sein, avec un âge médian de diagnostic situé aux alentours de 64 ans. Et pourtant, ce cancer du sein se soigne dans 9 cas sur 10. La grande majorité des cas est découverte entre 50 et 74 ans, âge auquel les femmes sont le plus exposées. Et c'est d'ailleurs pourquoi il existe un dépistage national organisé auprès des femmes situées dans cette tranche d'âge. On a aujourd'hui des résultats encourageants avec une baisse progressive de la mortalité, mais il existe encore trop de personnes qui ne savent pas, qui passent à travers les mailles du filet, qui vont être diagnostiquées tardivement, ce qui entraîne un retard de prise en charge et diminue les chances de rémission et de survie. On estime à 20 000 le nombre de cancers du sein qui pourraient être évités chaque année, soit un tiers des nouveaux cas. C'est énorme. Maintenant, que faire selon votre sexe biologique et votre âge ? Si vous êtes une femme de moins de 50 ans, un suivi gynécologique par un médecin ou une sage-femme est recommandé une fois par an à partir de 25 ans avec examen clinique et palpation des seins. Si vous avez entre 50 et 74 ans, il est très important de se faire dépister tous les 2 ans, même si vous n'avez aucun symptôme. L'idée est justement de détecter la maladie avant que des signes cliniques n'apparaissent. Si vous êtes dans cette tranche d'âge et que vous n'effectuez pas ce dépistage aujourd'hui, rapprochez-vous de votre médecin. Si vous avez plus de 74 ans, déjà merci de regarder cette vidéo, et rapprochez-vous également de votre médecin. À partir de cet âge, le dépistage est individualisé en fonction de plusieurs critères. Enfin, quel que soit votre âge, restez attentif à tout changement au niveau de votre poitrine, que ce soit une masse dans le sein, un écoulement, un changement d'apparence de la peau, du mamelon. Pratiquez des automassages réguliers ou faites-le faire par votre compagnon ou compagne si vous êtes en couple. Au moindre doute, consultez un médecin. Idem si vous avez des antécédents personnels ou familiaux, rapprochez-vous de votre médecin. Si vous êtes un homme maintenant, le risque d'être touché est beaucoup moins grand, moins de 1% des cas de cancer du sein, et il n'y a pas de dépistage organisé, mais idem, restez attentif. Si vous avez une compagne, pensez, avec son accord évidemment, à pratiquer une palpation régulière de sa poitrine pour détecter d'éventuelles masses. Je suis sûr qu'on peut vous confier ce boulot et que vous ne rechignerez pas. Pour finir, on a tous un rôle à jouer dans la sensibilisation, nous aussi les hommes, en parlant autour de nous, à nos proches, notre famille, nos amis. Quelques mots peuvent permettre d'accélérer la prise en charge et de sauver des vies. Toutes ces infos sont tirées du site de la Ligue contre le cancer que je vous mets en description et que je vous conseille de consulter pour avoir plus d'infos sur tout ça, notamment les facteurs de risque, les instructions pour effectuer une palpation des seins correcte, en quoi consiste le dépistage, etc. etc. J'en ai un qui est venu me rendre visite, mais quelques mots maintenant au sujet des 9 limites planétaires dont je vous avais parlé dans cette vidéo. Je vous avais notamment expliqué qu'il y en avait 6 qui avaient déjà été franchies et que la 7e le serait sous peu. C'est chose faite malheureusement. La 7e limite planétaire, l'acidification des océans, a été franchie. Pour faire extrêmement simple, l'acidification des océans correspond à la baisse du pH océanique liée à 2 choses principales. L'absorption du CO2 atmosphérique, l'un des principaux gaz à effet de serre issus de l'activité humaine, et l'apport ou le retrait de substances chimiques au sein de ces océans, là encore liées aux activités humaines comme l'agriculture ou encore la pollution côtière via l'eutrophisation. On a donc une acidification des océans couplée à une désoxygénation et un réchauffement climatique. Par le passé, cela s'est produit 5 fois et s'en sont suivis 5 extinctions de masse, dont la dernière en date est la fameuse extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Vous l'aurez compris, la situation est critique. Encore une fois, pas de catastrophisme, on peut agir. Il est juste temps que toutes et tous nous nous impliquions dans la lutte écologique et climatique. Je reviendrai en détail sur ces limites planétaires dans une vidéo dédiée lorsque je trouverai un petit peu de temps. En attendant, je vous mets 3 articles très complets de bons potes à ce sujet en description.
Allez, comme vous l'avez vu, j'ai récupéré le dossard, j'ai posé les sacs de base vie là où il fallait les poser. Je suis donc à Aubusson d'Auvergne, qui est le lieu de départ de la course, au lac d'Aubusson d'Auvergne plus précisément. C'est un lac qui a été créé, je crois, en 1990 dans mes souvenirs, par un ensemble de communes du coin qui voulaient en faire l'un des sites touristiques majeurs du parc Livradois-Forêt. Donc le parc Livradois-Forêt qui va être le lieu où on va courir aujourd'hui, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, ici il y a une base nautique, une aire de jeu, enfin tout ce qu'on peut trouver autour d'un lac au milieu des forêts à visée touristique. C'est un lac qui est alimenté par le Couzon, je vous en parle parce que c'est une rivière qu'on va recroiser plusieurs fois, notamment sur le début de course et sur la fin de course. On ira même jusqu'à sa source, normalement on devrait y arriver un petit peu avant minuit, je vous en parlerai aussi pendant la course. Couzon qui est un affluent de la Dore un affluent de l'Allier et l'Allier de la Loire. Et c'est très joli comme lieu de départ. Là, départ dans 45 minutes. Bon, on va pas profiter du jour bien longtemps, mais on devrait quand même avoir une petite heure avant que tout ça se couche. Peut-être même ramper. T'as vu qu'il y avait Cyril je crois qu'il a plu, il y a de la boue sur le parcours. Alors je pense qu'il y a un petit peu de boue, mais ça va. Donc il faudra peut-être ramper. Allez, on vous entend pas plus fort, plus fort. Allez, plus fort, s'il vous plaît, plus fort. Attention, ça va être à vous, lâchez-vous. Ils sont chauds, ils sont bons, ils sont presque mûrs. Allez, 1 minute les amis, 1 minute pour rentrer dans votre bulle. 173 km. Écoute, trouvez des... Allez là, le public, on va leur apporter du courage. Allez, bien sûr, on se fera un méga compte à rebours en plan de survie. 5, 4, 3, 2, 1. Régalez-vous, profitez de cette auberge. Et nous voilà partis depuis un petit kilomètre, le temps de longer le lac et de rejoindre cette petite portion de bitume. Premier ravito au bout de 20 km, 1000 D+, 500-600 D- environ, à Vollore-Montagne. Et j'essaie de partir vraiment tout doucement. La journée va être longue, enfin la nuit d'abord. Voilà, on est dans les premières montées là. Je sais qu'on commence par 200-250 D+ avant de redescendre un peu, donc je sors pas les bâtons pour cette première montée. Et sur cette première portion, on devrait croiser quelques petits ruisseaux qui sont des affluents du Couzon dont je vous parlais tout à l'heure. Le Fouinou, le ruisseau d'Espinasse et la Volpette notamment. Je profite qu'il fasse jour pour faire un petit peu plus d'images.
commence déjà à avoir des sections avec pas mal de cailloux. Évidemment, vous le savez, une des choses que je redoute le plus, c'est la torsion de cheville. Donc je vais être très prudent. Pas besoin d'aller vite de toute façon sur de telles distances. Et on approche doucement de notre premier village qu'on va traverser sur cet ultra, Vollorville. C'est pas le ravito, là on est à Vollorville. Vollore-Montagne sera le ravito. Avant, les deux communes ne faisaient qu'une. Elles ont été séparées en 1790. Et j'aurais 2-3 trucs à vous montrer à Vollorville. Une église, l'église Saint-Maurice, qui a été bâtie au XVe siècle, à peu près en même temps que une période où s'est déroulée l'érection d'une croix au centre du village. Oui, ça va vous faire marrer, mais on dit bien l'érection, action de dresser quelque chose à la verticale, à la différence que elle, la croix, le reste de manière continue. Et ouais, une croix gothique en même temps que cette église gothique. Bonjour, merci. Alors là voilà l'église qui dépasse. Et il y aura un château aussi, château de Vollore, qui date d'il y a longtemps, mais aujourd'hui ce qu'il en reste, les plus vieux éléments qui en restent, c'est le donjon du 12e. Puis après il y a plein d'éléments. Merci. Merci. Plein d'éléments qui se sont rajoutés au fur et à mesure des siècles. Et c'est un château qui appartenait à l'ancienne famille de Vollore. Et dans le coin, on devrait aussi avoir des éléments montrant que l'ancienne voie romaine traversait cette ville. La voie romaine traversait l'Auvergne-Rhône-Alpes en passant par Vollore. Et je crois qu'il y en a des vestiges quelque part, mais je sais pas où. Et voilà l'église Saint-Maurice. Merci. Merci. Et on voit une architecture moyenâgeuse. Merci. Ouais, c'est joli ici. Putain, je sais pas à qui appartient ce château, mais tu rentres chez toi là, avec le coucher de soleil, t'as ton grand portail et ta belle demeure. Et nous voici donc à ce château. Merci. Je ne l'ai pas précisé, mais on est toujours dans le Puy-de-Dôme là. On passera dans la Loire tout à l'heure, mais pas tout de suite. Moi j'ai pris 2 minutes pour me changer parce qu'il y a un petit vent. J'avais emporté un t-shirt long plus près du corps dans le sac que j'ai mis tout de suite au final. Parce que sinon je vais avoir froid cette nuit. Ça prend 2 minutes, mais on n'est vraiment pas à 2 minutes près. Surtout en début de course. Bravo, bravo. Merci. Alors on arrive dans la forêt domaniale d'Aiguebelle, qui est un lieu préservé, au pied d'un petit sommet. C'est le Grune ou Grain, je sais pas comment on dit. Grune de Chignor. Il y a une croix au sommet. On va passer dessus, mais on va pas aller tout en haut. Bon, comme vous le voyez là sous les arbres, on est quasiment dans le noir complet. On va pas tarder à arriver juste en dessous de cette croix qui a un peu plus de 1000 mètres d'altitude. 1048 je crois. Et je voulais vous en parler de ce lieu parce que il y a des fouilles qui ont eu lieu fin du 19e siècle si je dis pas de bêtises. Et ils ont découvert ici en fait des traces d'occupation au Moyen-Âge, à l'époque gallo-romaine et même durant l'âge des métaux, donc la préhistoire. L'âge des métaux c'est âge de bronze, âge de cuivre, âge de fer. Ça dépend des lieux géographiques, mais en gros on va dire entre 2 millénaires avant Jésus-Christ jusqu'à moins 52 avant Jésus-Christ.
Et là ils ont retrouvé en gros des fragments de tuiles, fragments de poterie, morceaux de verrier et surtout un bracelet et une pointe de lance en bronze. Et ça leur a permis de dater l'occupation jusqu'à au moins moins 700, moins 800 avant Jésus-Christ. Donc autant dire qu'on n'est pas les premiers à arpenter ces lieux. Allez, on n'est pas loin des 900 des plus, on arrive en haut de cette première vraie bosse avec des pourcentages un peu plus raides. Comme vous le voyez, la nuit est tombée. À partir de maintenant, je filmerai plus trop. Je vous ferai juste des petits points de temps en temps quand j'aurai un truc dont j'ai envie de vous parler sur les différentes choses qu'on va croiser. Mais sinon, on est parti pour quelques minutes pour vous et un peu plus d'une dizaine d'heures pour moi, sans voir la lumière du jour. Je pense qu'on devrait la retrouver entre les kilomètres 70 et 80 probablement. Voilà, là on va redescendre sur Voleur Montagne, le premier ravito, en passant sous deux petits sommets du coin, le Grune à 1001 mètres d'altitude et puis Besson, 937 mètres d'altitude. Bon, je parlais de moi qui vais passer une nuit dehors, mais là en passant devant des bénévoles qui nous indiquaient le chemin, je leur ai demandé jusqu'à quelle heure ils étaient là et il m'a dit 14 h demain. Bon, il va pas rester 14 h à cet endroit là, mais ça veut dire qu'il va indiquer des directions jusqu'à 14 h demain. C'est du taf aussi, hein. On le dit jamais assez, mais merci à tous les bénévoles. Je ferai ça quand je pourrai plus courir. Allez. Merci. Chapeau, allez. Bonne nuit. Merci à vous aussi, surtout. Belle balade. Merci. Et on arrive à Voleur Montagne. Le premier ravito. Allez, je suis reparti du ravito. Donc de Voleur Montagne. L'autre partie de la ville de Voleur dont je vous parlais tout à l'heure. Et là on a une section jusqu'au prochain ravito de 24 km. Environ 1000 des plus. 1100 peut-être. Et on dénive, je sais plus, mais pas grand chose. On dénive négatif. On continue à monter doucement pour arriver sur les hauteurs des monts du Forêt. Bon, pour l'instant, comme les débuts de course de manière générale chez moi, sensation un petit peu timorée. Timorée, qu'est-ce que je dis, ouais. C'est pas l'adjectif que je voulais utiliser, même si ça marche. Sensation un petit peu mitigée, mais je me fais pas de soucis, j'ai l'habitude. Je sais pas si c'est mental ou pas, mais c'est souvent sur les débuts de course comme ça, longue course où tu sais qu'il te reste énormément à courir, où tu as l'impression d'avoir mal aux jambes trop tôt, fatigué trop tôt. Là j'ai les aponevrosites, j'ai l'impression d'avoir plus de mal que d'habitude. On verra bien, il y a le temps. J'essaye de me freiner, de pas aller trop vite et pour l'instant je pense que ça va à peu près. Allez, on continue. Allez, on est dans une deuxième vraie ascension, on va dire, qui est bien remplie de cailloux celle-ci. Bon, à la montée ça pose pas de soucis. Et on est en train de monter à la pierre Pamolle, ça s'appelle. Non rigolo, dans le bois de Pamolle. Là-haut c'est un site granitique avec une vue à 360 degrés dont on va profiter. Pas du tout. Il fait nuit, on en profitera pas. Et on est sur la fin de l'ascension de cette pierre Pamolle. Effectivement, elle est pas molle, pas dure non plus. À part là, on a une portion beaucoup plus raide sur la fin, mais ça va pas durer longtemps. Première fois qu'on passe au-dessus de 20% là, je pense. Bonsoir, merci. T'as jamais été aussi proche de la fin.
ou de la raclette. C'est vrai que ça sera vrai à chaque point. Hein. Merci. Bon là vous voyez pas, mais on vient de passer au niveau du monastère Notre-Dame de l'Héritage, qui est un des lieux dont je voulais vous parler aussi. Malheureusement, on voit rien de nuit. C'est un lieu religieux qui est tenu par une communauté religieuse qui fait aussi office de gîte, qui accueille les pèlerins, les voyageurs, les touristes. Et juste derrière ce monastère, il y a un édifice rocheux qui s'appelle les Rochers de Pérotine. Je vous mettrai quelques images et tout, histoire que ce soit un petit peu plus sympa pour vous qu'une simple caméra qui filme une lumière qui vous éblouit dans la nuit. Ouais, cet édifice rocheux est surmonté d'une grande croix, avec au pied de cette croix un bassin taillé dans la roche. Ils ne sont pas sûrs de ce à quoi ça servait, mais très probablement pour soit des rites religieux, soit des rites sacrificiels. Et ouais, je voulais vous parler de cet endroit parce que il y a un promontoire à ce niveau-là qui surplombe Noiré-Étable. Parce que là, je ne l'ai pas dit, mais on est passé dans la Loire. On retournera bientôt dans le Puy-de-Dôme, mais là on est dans le 4-2, ma terre natale. Et je voulais vous en parler de cet endroit parce qu'il y a une légende liée à ce lieu. En fait, pas très loin d'ici, il y a un château qui s'appelle le château de la Corne d'Urfé. Et au XVIe siècle, Jean d'Urfé, qui vivait avec sa femme et son fils, a été assassiné avec sa femme et son fils suite à une machination menée par ses servants et servantes. Je vous passe les détails, mais les coupables ont été retrouvés, torturés, tués. Tous sauf un qui a réussi à s'enfuir et à venir se cacher au sommet d'une montagne, sous des rochers, les rochers de Pérotine donc. Et selon la légende, la Vierge Marie lui serait apparue et il aurait choisi la voie de la rédemption en finissant sa vie comme ermite ici. Et je profite qu'on parle d'un sujet religieux pour le préciser. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps en DM sur Insta. Non, je suis pas un grand croyant. Au contraire même, je fais plutôt partie de la catégorie des athées. Mais c'est juste que je suis très intéressé par tout ce qui touche à l'histoire, aux légendes. Et même si je crois pas à ces légendes, ça m'empêche pas de m'y intéresser pour comprendre un petit peu l'origine des choses, l'origine de ce monastère, l'origine d'édifices religieux, etc., etc. Il y a un petit point sur le fait que je ne sois pas croyant. En 2 mots, hein, on va pas se prendre la tête là-dessus. Je respecte tous les croyants. Je dis pas qu'il n'y a aucune force supérieure qui existe, ça j'en sais rien. Sur ce point-là, je suis plutôt agnostique. Je dis simplement que je ne crois pas en la religion telle qu'on l'a décrit. Nous les chrétiens, les musulmans, tels qu'ils décrivent leur religion. Pareil pour toutes les religions du monde en fait. Tout simplement parce que il existe peut-être 1500 religions à travers le monde. Et au mieux, il y en a 1499 qui se trompent quoi. Donc voilà ma petite pensée à ce sujet. Mais encore une fois, je n'ai absolument rien contre les religieux tant qu'ils n'essayent pas d'imposer leurs idées et que ça ne crée pas des guerres. Mais par exemple, j'adore tout ce qui touche aux anciens dieux de la mythologie grecque, nordique, égyptienne. Bon allez, parenthèse religieuse fermée. Là on arrive aux abords du Couzon, la rivière dont je vous ai parlé au début. Et en fait on est tout proche de sa source. On arrive au pied du mont Vimont, aussi appelé Pic Pelé, qu'on va grimper avant d'aller au col de la Loge d'ici un peu moins de 11 bornes, vers environ 300-400 des puces. Je sais pas si on a déjà passé ou pas le sommet du mont Vimont, Pic Pelé, 1348 mètres. En tout cas là on arrive sur... on est sorti des bois, plus protégé du vent, donc
les températures vont diminuer un petit peu, enfin le ressenti du moins. On va passer un assez long moment sur ces hauteurs. Sur la course, on redescendra de temps en temps, mais ouais, ces plateaux d'altitude là, ce sera un petit peu le cœur de la course. Putain, chier. Ah, je suis à un petit kilomètre du deuxième ravito du col de la Loge là. Moi j'ai filmé, vous n'avez pas dû voir grand chose, mais on est passé au milieu d'un endroit avec beaucoup de branchages. Je me suis pris quelques baffes. En même temps, c'est à peu près minuit, faut me réveiller. Non, ça va, pas fatigué pour l'instant. Bien mal à la plante des pieds. Mais bon, j'y suis préparé pour l'instant, ça va. Et le moral est bon, c'est le plus important. Et me voilà au ravito. Hello. Ça va, ouais. Merci. Et voilà, je repars du col de la Loge. Je suis pile poil dans mes prévisions. Comme je vous disais, des douleurs toujours un peu tôt dans la course. Surtout la plante des pieds qui me fait mal, c'est chiant. Mais voilà, le moral est bon. Je suis bien lucide, bien éveillé. Donc pour l'instant, ça va bien. Là, on a 13 bornes à peu près pour rejoindre Chalmazel qui sera la première base vie. On va monter un petit peu, on va être sur les crêtes. Et après, on va plonger sur la station parce que Chalmazel est une station de sport d'hiver. Là, donc le col de la Loge, il marque un peu l'entrée dans le domaine nordique du Haut-Forêt, qui est un domaine skiable quoi, surtout pour le ski nordique, le snowkite. Le snowkite c'est l'équivalent du kitesurf mais sur la neige quand tu es tiré par une motoneige. Et ouais, là, en gros les pistes elles s'étendent entre 1200 et 1400 mètres d'altitude. Et je me faisais la réflexion quand même que avec le dérèglement climatique et la hausse des températures qui est liée, il y a moins de précipitations neigeuses les hivers en moyenne montagne, donc ici, et ils doivent vraiment galérer de plus en plus à ouvrir quoi. J'ai vu notamment que Chalmazel, ils n'étaient pas sûrs d'ouvrir cette année. C'est triste pour les personnes qui vivent de ça. Malheureusement ça va pas aller en s'arrangeant. Allez, on est parti pour cette portion. Et là je passe au niveau d'un sommet au nom tout mignon, la Montagnette. Bon après on va traverser un bois au nom un peu moins mignon, le bois des boules, et un lieu-dit qui s'appelle les Deux Boules. M'en voulez pas, à cette heure-ci le mot boule me fait rire, j'y peux rien. Voilà, là on a traversé une sorte de champ et on va arriver d'ici un petit kilomètre sur Puygros, un sommet du coin. J'en avais déjà parlé dans la vidéo du Capito Trail, mais Puy, ça vient de l'occitan Puech, qui signifie hauteur, sommet. Et dans le Massif central, ça fait souvent référence à des sommets d'origine volcanique. Bon, c'est pas toujours le cas, donc on s'y perd un petit peu. Et celui-là, je saurais pas vous dire, Puygros, je crois pas, mais bon, on est en Auvergne quand même, donc peut-être que si. Ça y est, on arrive en haut de Puygros. Je sais pas si vous voyez, on est dans une vraie purée de poids. Pas tarder à redescendre. Nouveau petit point de passé, on vient de passer le pas de la Croix. Là on arrive sur Rochecourbe, on n'est pas loin du col du Béal, ici quelques centaines de mètres. Col du Béal qui sera un point où on repassera dans la deuxième moitié de course, au 126e, ce sera un ravito. Donc je vous en parlerai un petit peu plus à ce moment-là, parce que ce sera plus sympa, il fera jour. Voilà, donc ici c'est le col du Béal, qui sera le ravito tout à l'heure, dans un long moment. Et je suis proche de la base vie là, Chalmazel, station de ski donc, créée au siècle dernier
première piste date de la première moitié et les installations, Tierfest, tout ça, au milieu du siècle, les premiers. Hein. Je vous disais qu'il y avait quelques coins que je connaissais un petit peu ici. Chalmazel en fait partie. En fait, moi je viens de la plaine du Forêt qui est juste, juste à côté d'ici, pas loin en tout cas. Et c'est ici que j'ai appris à skier. Une toute petite station, hein, mais voilà, j'ai dû y venir une dizaine de fois avec l'OMS notamment, l'Office municipal des sports, d'Andrézieux-Boutéon, où mes parents me laissaient l'hiver et c'est comme ça que j'ai appris à skier. Autant vous dire qu'après, quand j'ai découvert les autres stations, j'ai trouvé ça démesuré quoi. Parce que ici, je crois qu'il y a 10-12 pistes quoi. Mais voilà, c'est là que j'ai pris mes premiers tire-fesses. Bon, cette descente là était vraiment rude, hein. Technique entre le brouillard là-haut et ces cailloux là, pas avancé très vite par rapport à ce que j'aurais souhaité. Ça c'est pas bien grave. Et surtout j'ai très mal aux pieds là, déjà. Essayer de bien me poser un quart d'heure à la base vie pour limiter l'inflammation. Mais ouais, j'ai quand même super mal, super tôt dans la course. Je vais positiver mais pas agréable. Et voilà le ravito. Bonjour, le 77 s'il vous plaît. C'est bon, vous l'avez récupéré déjà? C'est bon, il a déjà été récupéré. Merci. Bon, ma montre a pris 1 km dans le ravito avec le GPS qui savait plus où il était. Donc je vous mettrai en bas ce qu'indique ma montre, mais en vrai on doit être à 58, non pas 59. Je repars du ravito là. On a une belle montée de 500 D+. Mais ça va faire du bien de marcher un peu quand même parce que toute la dernière portion se courait et elle m'a fait mal. Je suis reparti, j'avais un peu froid mais ça a déjà mieux en me réactivant. Et là on monte le long de la piste bleue où j'ai appris à skier. C'est marrant d'être ici. Et on va en direction de Pierre-sur-Haute, le sommet des Monts du Forêt. Allez, j'essaye de garder le moral et d'être positif, mais j'ai vraiment mal aux pieds quoi. Dès que je m'assois, que je m'arrête, ça va mieux hein. Là, j'ai enlevé les chaussures pendant 20 minutes, ça m'a soulagé, mais dès que ça repart, c'est comme avant quoi. Allez, assez parlé. Ah si, quand même que je précise, prochaine section jusqu'à Prabouré, 25 km 5, 825 des plus, 620 des moins. Longue section, mais gardez en tête que à la fin de cette section on sera au lever du jour ou pas loin. J'espère que ça me fera un peu de bien, même si en général je suis plus un oiseau de nuit qu'un matinal. Ah, je suis arrivé en haut du premier gros télésiège. Bon, cette montée me fait relativement du bien. Vous le savez, ça va être toujours mieux dans les montées que dans les descentes pour moi. Sortez le tour de cou quand même parce qu'il y a un petit vent pas chaud. Et là, je suis maintenant sur la piste rouge. Je me repère aux pistes. Et vous pouvez pas voir, mais moi je distingue les bâtiments de télédiffusion comme on en trouve souvent sur les sommets. Donc là, j'arrive au sommet, Pierre-sur-Haute, point culminant de la course et point culminant des Monts du Forêt. Il y a aussi une base aérienne ici qui a été construite dans les années 60 par l'OTAN pendant la guerre froide. 1631 mètres ce sommet, et c'est un sommet qui est composé de gneiss et de roches granitiques qui sont en fait des restes d'une ancienne chaîne de montagnes qui se trouvait ici il y a plusieurs centaines de millions d'années, à peu près 300 millions d'années. Chaîne de montagnes qui s'est ensuite aplanie au Mésozoïque avant que la création des Alpes avec le pli alpin ne crée une nouvelle chaîne de montagnes ici, qu'elle fasse s'élever ce bloc de granit avec Pierre-sur-Haute comme point culminant. C'est ce qu'on appelle le Horst, la partie qui s'est élevée. Et c'est assez fou de se dire que là on a des roches plus vieilles encore que les Alpes, enfin qui datent d'avant la création des Alpes. Et donc en arrivant à ce sommet, on a aussi passé on est sur la ligne de crête qui sépare la Loire et le Puy-de-Dôme
La vallée de la Loire d'un côté, la vallée de la Dore de l'autre côté. Une ligne de crête qui est la même que celle où on est passé tout à l'heure au col du BL et où on repassera en seconde partie de course. Je l'espère. Et on va pas tarder aussi à passer à proximité de la réserve naturelle régionale des Jasseries de je sais plus comment, qui est pareil une zone qui permet de préserver des espèces, notamment de l'être humain. Il y a pas mal d'espèces protégées dans ce parc naturel du Livradois-Forêt, des rapaces notamment, et dans cette réserve naturelle, notamment j'ai vu 2 espèces de papillons qui sont menacés d'extinction. On avait une indication de la part de leur gars, on doit éteindre les frontales quand on passe à proximité de cette réserve. Alors c'est pas tout de suite, c'est dans quelques centaines de mètres. Je verrai si je peux le faire parce que sinon c'est nuit noire. Je verrai comment je peux avancer. Mais c'est la première fois que je vois ça sur une course. Obligation d'éteindre les frontales de nuit sur 2 fois à peu près 1 km. Ça va être marrant. Et je viens d'atteindre une zone qui s'appelle le plat de la Richarde. En fait on est sur une pleine altitude, un plateau quoi. Ce qu'on appelle les hautes chaumes du Forêt. Une zone d'altitude tout simplement, c'est les zones d'altitude des monts du Forêt, composées de landes et de tourbières. Les landes, c'est les prairies, et les tourbières, c'est les zones plus marécageuses. J'essaie de rester positif, mais là c'est pas facile, hein. J'ai vraiment mal aux pieds. Bon, arrêtons de penser aux mauvais trucs et avançons un peu. Bon, je vais pas vous mentir, ça va vraiment pas là. J'essaie de, comme je vous dis, de rester positif et tout, mais j'ai des douleurs aux pieds qui atteignent une intensité vraiment beaucoup trop élevée là. Je sais qu'il faut pas penser comme ça, mais me dire qu'il me reste plus de 105 km avec ces douleurs, c'est vraiment compliqué. Enfin, il n'y aurait pas ces douleurs aux pieds, ça irait quoi. Mais là, c'est vraiment douloureux. Surtout que je suis sur une longue portion de plat vallonné où il faut courir, enfin c'est dur. Bref, j'ai pas encore pris ma décision, je vais aller jusqu'à Prabouré, je vais attendre le lever du jour, voir comment ça va avec une pause à Prabouré. Mais si j'arrive pas à faire diminuer un peu ces douleurs, c'est trop là. Je sens plus ma plante des pieds en fait. Ouais, une énorme inflammation sur la plante des pieds et je la sens plus. Au contraire, je sens que ça quoi en fait. Je me disais que bon, c'est toujours marrant ce genre de choses. Je me disais avant la course que bon, j'étais au courant, je savais que j'aurais mal aux pieds, même si je pensais pas que ce serait aussitôt et aussi intense. Je disais voilà, t'es au courant, tu serras les dents, tu le sais, ça va passer. Puis pas d'excuses quoi, t'y vas. Ouais, le problème c'est que quand t'es dedans, c'est plus la même histoire. On est à 10h40 de course. J'ai déjà fait bien plus quoi, la TDS 35 heures. J'ai jamais eu aussi mal quelque part au bout de 10h30 de course. Enfin bon, ça sent pas bon pour moi. Ça me ferait vraiment chier d'abandonner. J'ai pas encore pris ma décision comme je vous ai dit. Alors, je vais essayer de me remobiliser, me poser un peu à Prabouré. Et voilà, à Prabouré, ce sera même pas la mi-course quoi. Regardez-moi ça là, le terrain est parfait. C'est une descente géniale pour... Oh putain. C'est une descente, il n'y a pas de cailloux, quasiment pas d'aspérité sur le sol. Enfin, ça pourrait descendre super bien. Et je peux plus courir ou presque là. J'arrive à trottiner mais sur des petites portions. Ça me fait trop mal. Bon, je crois que je vais moins à l'évidence. Là, je suis à 10 bornes du ravito. Déjà faire ces 10 bornes ça va être un calvaire. Je peux pas continuer et faire ensuite 95 bornes quoi. Ça me fait chier, vraiment. Mais voilà, faut que je me soigne quoi avant de revenir sur des ultras. Je peux faire des courses plus courtes, mais là je peux pas. Je traîne ça depuis à minima le mois de mai, le Pilat Trail. Sur le Pilat Trail j'avais eu vraiment mal. Sur la montagnarde ça m'avait pris même encore un peu plus tôt. Et aujourd'hui j'en parle même pas. Donc en fait
même si cette pathologie peut probablement pas créer quelque chose de grave, là j'ai l'impression qu'elle est vraiment en train de s'installer. J'ai pas précisé, hein, j'ai fait du kiné à côté, je fais le renforcement comme d'un affaire, enfin je fais pas rien, hein, j'essaye de soigner ça au mieux. Je fais les ondes de choc chez le kiné, je me suis fait faire des semelles pour les chaussures, mais ça, enfin, ouais, je peux pas. J'ai besoin de parler un petit peu. Ça se termine comme le Nice by UTMB il y a 2 ans, mais pour une toute autre raison. Nice by UTMB il y a 2 ans, au 125e, 25 heures de course. Je ne me voyais pas continuer parce que j'étais pas prêt pour ce genre de distance. Là, je pense sincèrement être prêt pour ce genre de distance. Le reste, ça va, mais je peux juste pas. Là, j'assume pas la douleur, tout simplement. J'aimerais être le gars qui vous dit je vais serrer les dents, je vais réussir avec le mental à faire ces 100 km, à aller jusqu'au bout. Tant pis pour le chrono, tant pis pour tout le reste. Mais malheureusement, aujourd'hui en tout cas, je suis pas ce gars-là. Ça me fait chier parce que je préférerais, ça me fait chier pour moi évidemment, hein, faire un abandon par an sur les 4 dernières années. J'aurais envie de le faire cet ultra trail. Là j'ai vu 11 heures de nuit. Super. Mais ça me fait aussi chier pour vous, quoi. Ça m'embête de vous proposer ce genre de contenu. Après voilà, la vidéo sera publiée, hein. Faut montrer les bons côtés et les côtés beaucoup plus difficiles du trail. Mais je suis même pas, enfin, j'arrive même pas à être vraiment dégoûté. Je suis forcé, enfin, je suis déçu et tout, mais là j'ai l'impression que je peux pas faire autrement cette fois-ci. Juste, je suis pas en état de faire des 100 miles, faut que je me rende à l'évidence. Et dès le début de la course, enfin pas dès le début, mais dès le 20e, 30e, je commençais à avoir mal. Je pense que je voulais pas me le dire et je voulais pas vous le dire non plus, mais en fait je savais déjà à ce moment-là que c'était mort pour aujourd'hui. Bon là on est quand même, je vais vous en parler parce que c'est une curiosité intéressante je trouve. On est à côté de la grande pierre Bazane, qui est une sorte de gros caillou qui sort du sol dans ces hautes chaumes des monts du Forêt. Et ce gros caillou, c'est un neck d'origine volcanique donc. Les necks c'est des cailloux de forme en général à peu près cylindrique qui sortent du sol et qui correspondent en fait à la cheminée au conduit d'une ancienne cheminée d'un volcan qui s'est solidifiée à la fin d'une éruption et qui après est sorti du sol avec l'érosion. Un neck qui est très connu en France notamment, c'est celui qui est au Puy-en-Velay, je vous l'avais montré dans le Saint-Jacques by UTMB, celui sur lequel il y a l'église, je crois que c'est Saint-Michel-des-Guilles le nom. Ah, j'ai trop mal. Allez, je suis obligé de m'arrêter. Ah, faire des pauses pour voir. Voilà. Et un petit peu plus bas, il y a la petite pierre Bazane. Grande pierre Bazane, ce qui est marrant aussi, c'est que apparemment, si on s'en approche trop près, les aimants se mettent à déconner, des boussoles ou ce genre de choses, et elles se mettent à indiquer le sud. Sincèrement, je sais pas si je vais réussir à faire 10 bornes jusqu'au ravito là. Bon, je vous dis à tout à l'heure. On vient de passer sur du bitume là. Quelques instants, c'était encore pire. Je peux même plus. Je peux pas du tout trottiner même sur du bitume quoi. Parce que le sol est encore plus dur. Bon, là j'arrive plus à courir, mais vraiment plus du tout. C'est la dernière fois que je vous parle là parce que je vous ferai un débrief après où je reviendrai un petit peu dessus. Je suis conscient que je fais parler de ça et que ça doit pas être très agréable à regarder. J'arriverai pas à aller jusqu'au ravito, ou du moins sinon j'en ai pour plus de 2 heures là. Donc j'ai demandé à ma maman qui me suivait de venir me chercher sur un point qui est à 1 km là devant moi. Et voilà, ça s'arrête là pour aujourd'hui. Là j'ai
Je pense qu'à force de vouloir compenser parce que j'ai trop mal aux pieds, je cours un peu n'importe comment et j'ai jamais eu mal au genou en courant. Et là je commence à avoir très mal au genou droit, qui est le côté où j'ai le plus mal aux pieds. Voilà, pas besoin d'épiloguer. Je vous fais un débrief après où je reviens un petit peu plus sur tout ça en détail, avec la lumière du jour surtout. Allez, à tout à l'heure. Bon, débrief. Comme j'ai quand même pas mal parlé, je sais pas ce que ça donnera au montage, ce que j'aurais coupé, ce que j'aurais laissé. Mais je vais essayer d'être synthétique tout en étant quand même assez complet. Mais bon, il y a finalement pas grand chose à dire. On revient à une chose principale, c'est que je savais que j'avais ces douleurs aux pieds. Je pensais être capable de passer au-dessus. Je pensais pas qu'elles seraient si intenses, qu'elles arriveraient si tôt. Et malheureusement, si j'ai commencé à avoir mal, comme je vous l'ai dit, je voulais pas forcément vous le dire parce que tu essayes de t'envoyer des messages positifs dans la tête, mais j'ai eu mal dès le 20e kilomètre et très mal avant même le deuxième ravito, entre le 30e et le 40e. Et après ça, c'est la seule chose à laquelle tu penses, la descente déjà sur Chalmazel au 55e. Je commençais déjà à plus trop pouvoir courir dans les descentes. Et puis voilà, s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Hein. Même si me poser un quart d'heure à Chalmazel, ça me fait du bien le temps de la remontée après sur Pierre-sur-Haute. Voilà, j'ai pu courir 2-3 km entre Pierre-sur-Haute et Prabouré. Et puis après, je pouvais tout simplement plus avancer. À la fin, je faisais du 12 minutes au kilomètre sur un terrain qui était plat, voire même plat descendant et absolument pas technique. Donc normalement, c'est des terrains où j'arrive bien à avancer, où j'en vois plutôt bien, où j'arrive à être même un petit peu au-dessus de ceux qui m'entourent en général et à creuser un petit peu l'écart sur ces portions-là, contrairement aux portions techniques. Bon, là, c'était juste trop douloureux. À la fin, je pouvais plus du tout courir, plus avancer. Il y avait évidemment plus du tout de plaisir aussi. Hein. Cette course, niveau plaisir, ça aurait été particulier. Hein. J'aurais fait 1 heure et demie de jour et derrière 10 heures de nuit à rien voir du tout du paysage et j'aurais abandonné avant le lever du jour. Donc, en fait, j'aurais fait ma Saint-Élion. Je fais pas la Saint-Élion cette année en fin d'année. Et là, voilà, je fais 70 km, 3500 D+, de nuit. En gros, c'est une grosse Saint-Élion avec un peu plus de D+. Je suis évidemment déçu, hein, je vais pas dire le contraire, mais en fait, je me rends compte que c'est la même chose que mon abandon sur la Lyon-Saint-Élion l'an dernier. Le problème, il vient pas de pendant la course. J'ai pas mal géré ma course. Comme je vous le dis, j'étais plutôt bien, voire même très bien. Là, il est 16h30. J'ai abandonné à 6h du matin. Donc, ça fait 10 heures que j'ai abandonné. J'ai aucune douleur musculaire, aucune douleur tendineuse, ligamentaire. J'ai été un petit peu fatigué pendant la nuit, mais honnêtement, je gérais quand même bien le sommeil. Tout se passait plutôt très bien, donc sauf ces douleurs de pied. Voilà, c'est dommage parce que je pense que j'aurais fait une belle course, que je serais allé au bout et bon, il peut encore se passer beaucoup d'autres choses dans la suite de la course, mais voilà, que j'aurais en plus fait un temps pas trop dégueulasse. Mais là, c'est une blessure qui me stoppe, quoi. Donc aujourd'hui, je pouvais juste pas faire mieux, j'étais pas capable d'aller au-delà de ces douleurs qui étaient vraiment trop importantes. Donc en fait, j'ai pas de regrets. Et c'est même encore plus acceptable que pour la Saint-Élion, parce que pour la Lyon-Saint-Élion, l'année dernière, quand j'abandonne, c'est lié à une nuit blanche que j'ai pas du tout réussi à dormir, puis une nuit d'avant où j'avais quasiment pas dormi ou très mal dormi. Mais c'est de ma faute, c'est un problème de sommeil que je devrais pouvoir régler. Et puis ça s'est passé dans les jours juste avant la course, j'étais pas blessé ou quoi. Là, c'est une blessure qui date du mois de mai, que j'arrive pas à faire passer et c'est une blessure qui en plus arrive après 30-40 km de course, donc c'est pas quelque chose que je ressens à l'entraînement, donc c'est hyper compliqué de gérer et de soigner ça, même si comme je vous l'ai dit, je fais du kiné, je fais du renfo, je fais tout ce que je peux faire actuellement, des ondes de choc, mais voilà, je sais pas trop comment je vais pouvoir soigner ça, mais en tout cas je vais tout faire pour. Je referai pas d'ultra tant que je sens que ces douleurs sont encore là, parce que c'est tout simplement pas possible.
Mais en tout cas, j'ai plus de facilité à l'accepter parce que voilà, c'était pas faisable en l'état actuel des choses. Quand je me suis inscrit à cette course, j'avais évidemment pas ces douleurs. Maintenant, enfin, vous le savez, pour les trails, il faut s'inscrire quasiment un an avant. Bon, alors sur cet ultra-là, en l'occurrence, non, pas forcément, mais quand même, tu planifies ta saison à l'avance. Et quand je me suis inscrit, j'avais encore pas du tout ces douleurs qui étaient apparues. Là, je savais que ce serait compliqué, je pensais avoir les capacités mentales pour passer au-dessus. D'ailleurs, tu te dis avant la course que tu vas être costaud, que bon allez, ça va, quand t'es dedans, c'est quand même vraiment pas pareil. Mais voilà, j'ai quand même voulu essayer en sachant que j'avais ces douleurs. J'étais inscrit, c'était le gros objectif de l'année, le seul 100 miles cette année. Et ben ça passe pas, c'est comme ça. Il y aura d'autres courses. Bon, ça commence à faire beaucoup d'abandon, hein, un par an, donc ça va faire beaucoup de revanches à prendre aussi. Heureusement, je cours beaucoup chaque année, donc on va dire que la proportion d'abandon est assez faible par rapport à la proportion de courses. En tout cas, je suis vraiment persuadé que c'était la bonne décision à prendre aujourd'hui, parce que même là, 10 heures après, ça s'est un petit peu désinflammé sous la plante des pieds, ça commence à aller mieux, mais j'ai une douleur qui est apparue. J'ai jamais eu mal au genou en courant de ma vie, jamais. Et là, je pense que je courais tellement bizarrement pour essayer de limiter mes douleurs aux pieds, de trouver des zones un peu moins douloureuse. J'ai utilisé mes bâtons tout le long, sur le plat, dans les descentes, dans les montées, tout le temps pour essayer d'avoir des appuis moins importants sur les pieds. Donc pareil, j'ai chopé un début de tendinite au coude gauche à force parce que j'ai fait ça pendant 11 heures. Et j'ai chopé une douleur derrière le genou, jamais eu ça, j'espère que ça va vite passer. Bon, voilà. Mais je me dis que si j'avais continué encore sans bande comme ça, je me serais peut-être fait très mal pour le coup, et ce qui aurait pu me gâcher déjà la saison suivante. Donc, comme j'ai dit dans mon post Insta, pas d'excuses parce que je savais dans quel état des choses je m'engageais sur cette course. Je savais que ce serait très difficile et j'ai tout simplement pas été capable d'aller au-dessus. Il n'y a pas d'autre chose à revoir, c'est comme ça. Et puis voilà, je relativise. C'est évidemment toujours très pénible parce que tu abandonnes un truc pour lequel tu t'entraînes depuis des mois et des mois. Tu as mis plein de choses dans ta vie de côté pour essayer de réussir cet objectif. Quand on parle de sacrifice, en vrai, il y en a pas mal. Hein. Je vais pas dire que je me sacrifie à un point énorme sur tout, l'alimentation, le travail, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui sont mises de côté, des personnes que tu pourrais voir que tu vois pas, des soirées que tu pourrais faire que tu fais pas, du temps que tu pourrais avoir que tu n'as pas, et tout ça tu le fais pour essayer de faire ces courses-là, et quand derrière la course, bah, au final ça se passe pas du tout comme tu l'espérais, mais au point de même pas pouvoir vraiment te donner, quoi. C'est sûr que c'est rageant. Mais bon, ça fait partie des difficultés de ce sport et puis des sports d'endurance, quoi. On va relativiser, on va aller encourager Clémence qui est sur la fin de son 80 km. Je vais aller l'accueillir à l'arrivée. Puis j'ai aussi vu au départ Tanguy avec qui j'étais sur les 6 vallées de Loisan, que j'ai rencontré sur les 6 vallées de Loisan, qui est sur le format duo avec un ami à lui. Je vais aller les voir à l'arrivée aussi. Il devrait l'emporter normalement de ce que j'ai vu sur le live. Et puis voilà, même si la journée n'est pas la meilleure pour moi, elle sera très bonne pour d'autres et il y aura d'autres jours où ce sera l'inverse et c'est comme ça. Bon, dans tous les cas, par contre, je suis désolé pour cette vidéo qui est vraiment pas top, hein, mais ça fait partie de ce que je voulais montrer aussi sur cette chaîne, les bons côtés et les mauvais côtés. Les mauvais côtés, on espère qu'il y en ait le moins possible, mais il y en a de temps en temps. Et là, c'en est un. Je reviendrai, je l'espère, plus fort avec moins de douleur pour vous partager plus de paysages que des vidéos intégralement de nuit. Je vous remercie d'avoir suivi si vous êtes toujours là. Je vous remercie pour vos messages avant, pendant, après la course. C'est toujours très agréable. Merci aussi aux 2-3 abonnés que j'ai croisés pendant la course et qui ont eu des mots sympas. C'était cool aussi. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand ça sera. Là, je pense que je vais avoir besoin de prendre un petit moment sans course, mais aussi sans course à pied pour le temps de me remettre. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour guérir le plus vite possible. Et ensuite reprendre pour me fixer des objectifs pour l'année prochaine. Allez, merci d'avoir regardé et à bientôt. Salut!